You're nothing, Jon Snow. Got a theory, could be Barney's. You never say thank you. That's what the money is for! Winter is coming. The danger. I am the one who knocks. I think A that damn I may fine be cup of coffee. the voice of my generation. Suit up! Bonjour tout le monde et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique et analyse vos séries préférées. Je m'appelle Marie Telling et à mes côtés se trouve ma Samantha à moi, sauf que je ne l'oublierai jamais, Anaïs Bordage. Salut Anaïs. Salut Marie. Il y a 2 semaines, on vous parlait de Carrie, Charlotte, Miranda et Samantha, les 4 héroïnes de Sex and the City qui nous ont ravis avec leurs histoires de cœur et de cul pendant des années. Cette semaine, on les retrouve, toutes sauf Samantha, dans And Just Like That, une série avec beaucoup moins de cul, mais beaucoup plus de deuil, de problèmes de hanches et de scènes extrêmement gênantes. Que penser de ce reboot d'une de nos séries cultes? La série vaut-elle le coup sans Samantha? Et où est passé le sexe? On vous dit tout dans cet épisode. Mais avant ça, le pic de la semaine. Anaïs, c'est quoi ton pic? Mon pic, c'est une série sur laquelle je suis un peu ambivalente, qui s'appelle This is Going to Hurt et qui vient de sortir sur Canal+. C'est adapté d'un livre autobiographique de Adam Kay, qui était gynéco-obstétricien et qui a créé cette série et qui l'a écrite, je crois. Et donc, ça parle du quotidien d'un gynéco dans un hôpital qui est surmené. Donc, ça commence de manière assez violente. La série porte très bien son titre, ça fait mal. On voit un peu ces journées complètement délirantes dans cet hôpital où il passe d'un cas extrême à un autre cas extrême et dans sa vie privée, en fait, il n'arrive pas à joindre les deux bouts parce qu'il est complètement hanté par ce qu'il voit au quotidien dans son travail. C'est une série que j'ai découverte à Sérimania, qui est diffusée actuellement sur Canal+. Et les réserves que j'ai tout de suite eues avec la série, c'est qu'on a un homme médecin qui est chargé de soigner des femmes et qui a un regard un peu dégoûté vis-à-vis de leur corps parce qu'il est un peu dégoûté de son métier. Enfin, on sent qu'il n'en peut plus. Et donc, il y a un côté très politiquement incorrect et très mordant dans la série qui peut être plaisant, mais qui du coup parfois me dérange un peu parce qu'on est à 2 doigts de la misogynie sur son regard des femmes et la manière dont il traite leurs problèmes de corps, parfois avec mépris. On sent que c'est pas forcément parce qu'il méprise les femmes, c'est plus parce qu'il en peut plus de son boulot, mais c'est un peu violent à voir de temps en temps un homme qui réagit comme ça. Et je trouve que la série est aussi un petit peu lourde de temps en temps. Il y a un truc qui le traumatise dans le premier épisode et il a des flashbacks de ça dans tous les autres épisodes que j'ai vus depuis et il en a toutes les 10 minutes et c'est des flashbacks assez violents et au bout d'un moment on a compris quoi. La raison pour laquelle je continue à regarder quand même, c'est parce que le rôle principal est incarné par Ben Whishaw, qui est une star, que Marie adore. Je l'adore, il était dans Bright Star, c'est le plus beau. Qui est extrêmement charismatique et qui est excellent. Et donc là, en fait, honnêtement, si c'était pas lui qui jouait ce rôle, je pense que la série tiendrait pas, ou en tout cas me tiendrait pas. Mais j'avoue qu'il est fascinant à regarder. Et en plus de ça, c'est extrêmement drôle. C'est écrit avec beaucoup, beaucoup d'humour et de répartie. Et c'est ça, moi, que j'adore, c'est que, en fait, quasiment chaque réplique est très saillante et très bien trouvée. Je ris beaucoup et donc même si je lève beaucoup les yeux au ciel parce que je trouve que c'est pas toujours très fin dans l'écriture ou en tout cas dans la progression narrative, il y a ces petites réparties qui sont toujours très drôles et il y a plein de personnages que j'aime bien. Donc voilà, c'est un bilan mitigé mais je recommande quand même This is Going to Hurt si vous avez envie de tenter. Mais je préviens, il faut faire confiance au titre, c'est très graphique et il y a beaucoup de scènes un peu choquantes. Et toi, c'est quoi ton pic ? Alors moi, mon pic, c'est que je viens de voir Bridgerton. En fait, je l'ai vu il y a quelques jours, la saison 2. Bridgerton, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série de Netflix qui a été produite par la boîte de Shonda Rhimes en collaboration avec Netflix. C'est en fait des histoires d'amour adaptées de livres de Julia Quinn qui se situent dans la Régence anglaise, donc au début du 19e siècle, à la même époque que les livres de Jane Austen. Sauf que là, il y a beaucoup de cul, alors que dans Jane Austen, pas du tout. Et en fait, dans la première saison, qui avait été un phénomène international, on avait le Duke of Hastings qui était en train de charmer l'héroïne et il y avait beaucoup de scènes de sexe. C'était très sexy, justement. C'était un peu le truc où on disait ça a ramené du sexe dans cet univers qui est d'habitude très, très chaste. J'avais dévoré la première saison en moins de 24 heures. Mais en même temps, j'avais eu pas mal de problèmes avec parce que je trouvais que déjà la série prend le parti d'être très diverse dans son cast, ce qui est complètement
unique dans l'univers des séries en costume, parce que la plupart du temps, c'est très, très blanc. Et en fait, le problème, c'est que je trouvais que ça allait pas assez loin là-dedans. C'est-à-dire qu'en même temps, ça a essayé d'avoir un propos sur le sujet, parce qu'il y avait quand même une notion de racisme dans cet univers, mais elle n'était pas du tout exploitée. Et je trouvais pas ça crédible, même si, ça se défend, c'est un peu utopiste, quoi. Et je trouvais aussi que ça fonctionnait pas toujours, quoi, même si c'était très satisfaisant. La deuxième saison, j'ai beaucoup aimé. Après, je suis une très, très grande cliente de ce genre de série. La deuxième saison a été un peu critiquée parce qu'il n'y a pas assez de sexe. Et en fait, moi, c'est ce que j'ai aimé dans cette saison. C'est un peu une version cheap de Orgueil et Préjugés ou des grands classiques de Jane Austen. C'est-à-dire que c'est le truc un peu classique du héros et de l'héroïne qui ne s'aiment pas, passent leur temps à s'écharper, mais en fait, ils ont très, très envie l'un de l'autre et sont complètement fous amoureux l'un de l'autre, mais il y a des impossibilités qui les séparent et tout ça. La série traîne un peu en longueur sur la deuxième partie parce qu'au bout d'un moment, c'est un peu répétitif, mais ça fonctionne très bien. Et surtout, Jonathan Bailey, qui joue le rôle principal, donc parce que maintenant, la série est focalisée sur le petit frère de l'héroïne de la première saison. Jonathan Bailey est extrêmement beau, extrêmement charismatique et joue très bien. Parce que je trouvais que les acteurs de la saison 1 parfois étaient un peu raides. Et lui, par contre, il est vraiment époustouflant. Je pense qu'il va devenir une star. Honnêtement, j'ai adoré. Voilà. C'était une bulle de superficialité et de romantisme dont j'avais très très besoin et qui fait beaucoup de bien dans la période dans laquelle on est, quoi. En parlant de séries où il n'y a finalement pas beaucoup de sexe, même si on pensait qu'il y en aurait un peu plus, aujourd'hui on s'intéresse à And Just Like That. Alors Anaïs, est-ce que tu peux me dire vite fait ce que c'est qu'And Just Like That ? En gros, on retrouve la majorité du casting de Sex and the City. On retrouve Carrie, Charlotte et Miranda. Mais Samantha n'est plus là. On apprend qu'elle est partie à Londres et qu'elle s'est un peu brouillée avec Carrie pour des raisons un peu absurdes. Et donc, ce sont maintenant 3 quinquagénaires qui vivent à New York, qui sont toutes extrêmement riches, qui sont toutes mariées quand la série débute. Et on pense qu'on va suivre un peu, comme dans Sex and the City, leurs tribulations sexuelles et professionnelles et leur brunch entre copines. Et c'est un peu ça. Mais en même temps, il y a une petite différence déjà dans le format, avec beaucoup d'épisodes qui sont plus longs que les épisodes originaux de Sex and the City. Un ton un petit peu plus dramatique, un titre différent. Donc, ils voulaient bien nous dire aussi que c'était pas Sex and the City le reboot, mais qu'on tente quelque chose de nouveau. C'est un peu Sex and the City, mais maintenant, elles sont vieilles. Il faut dire qu'il y avait eu, après la fin de Sex and the City, il y a eu 2 films qui, honnêtement, sont désastreux. Non, mais c'est vrai, on en avait parlé lors de l'épisode Sex and the City. Ils ont un peu entaché tout l'héritage de la série. C'est un festival d'absurdité au niveau de consumérisme, je l'avais dit. C'est une accumulation de clichés. C'est vraiment très mal écrit. On retrouve pas du tout la verve et l'esprit qu'il y avait dans la série originale. Et ça s'était vraiment perdu, quoi. Donc... Là, moi, j'avais très peur avec ce retour. Il faut dire aussi qu'il y avait toute l'histoire donc avec Samantha. Elle est jouée par Kim Cattrall. Et en fait, ça fait des années qu'on suit les tribulations. C'est-à-dire que Kim Cattrall et Sarah Jessica Parker sont en conflit depuis des années. Elles ne se supportent pas. Elles se sont envoyées des pics par médias interposés. Et quand il a été question de faire un reboot en série, les 3... qu'on voit là dans la série, c'est-à-dire Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon et Christine Davis, étaient partantes. Kim Cattrall a dit non. Et là, je pense que tous les fans se sont dit, c'est pas possible. On peut pas faire Sex and the City sans Samantha. Et ils l'ont quand même fait. Toi, quand tu as entendu parler de ça, qu'est-ce que tu imaginais ? Est-ce que tu avais hâte de le découvrir ou est-ce que tu redoutais un petit peu ? J'étais plutôt dans le camp redouté. Parce que globalement, je me méfie des reboots et des suites qu'on voit partout pulluler en ce moment. Je pense que parfois, il faut laisser une bonne œuvre tranquille. Donc là, j'avais une petite curiosité plus qu'autre chose. Mais j'avais pas d'anticipation et clairement, je sentais que ça pouvait être très mal parti avec l'absence de Kim Cattrall. Et d'ailleurs... On va en parler, mais pour resituer un petit peu, la saison a été diffusée par HBO Max et ça fait un peu partie de leur stratégie de développement. HBO Max, c'est une plateforme qui est développée par HBO, donc la chaîne qui diffusait à l'origine Sex and the City. Et ils font pas mal de reboots pour rivaliser avec Netflix et s'attirer des abonnements, quoi. Donc, And Just Like That est vraiment dans ce cadre-là de stratégie. C'était diffusé aussi sur Salto en France. Je me suis vraiment pas intéressée à ça parce que vraiment, j'avais aucune envie de regarder cette série. En fait, je l'ai regardée que pour ce podcast. Pour moi, en fait, vraiment, j'ai été dégoûtée par les films. Et puis, je voyais pas trop l'intérêt de raviver ça sans Samantha. Je sentais que ça allait être un peu...
stale, quoi. Enfin, un peu moisi, quoi. Ouais. Enfin, je trouvais que je me disais, il y a aucune fraîcheur. Et puis, ça me saoule. C'est comme toi, les reboots, j'en peux plus, quoi. Moi, je pense que la seule anticipation que j'avais, c'était par rapport aux tenues, parce qu'il y avait, honnêtement, c'est juste parce que je suis le site Tom & Lorenzo, qui poste beaucoup de photos parfois de tournage, et comme les costumes, on en a parlé dans notre épisode précédent, sont vraiment une énorme partie du succès de Sex and the City, j'avais très hâte de voir comment les filles allaient être habillées, et j'avais vu quelques photos, et il y avait des tenues complètement ridicules. Et ça, c'était le seul truc qui tenait un peu en haleine les gens, et d'ailleurs, il y avait même des spéculations, puisqu'ils ont tourné des fausses scènes avec des fausses tenues pour induire en erreur les gens qui attendaient la série. Donc c'est vrai que c'était très attendu. Je l'ai vu à peu près au moment où c'est sorti. J'ai regardé 2 ou 3 épisodes, peut-être 2 je crois. Et j'ai arrêté parce que j'étais tellement gênée que j'ai eu envie de brûler ma télé. Donc, j'ai mis ça sur pause. Et en même temps, j'y revenais semi-régulièrement parce qu'il y avait une conversation qui démarrait en ligne et j'écoutais en fait des podcasts de recap sur la série sans la regarder. Et je me disais, waouh, ça a l'air vraiment catastrophique. Il faudrait que je m'y remette juste pour assister à ce désastre. Ouais, mais c'est ça, moi, j'ai trouvé ça marrant parce que justement, j'adorais suivre les mêmes. Il y a Evan Ross Katz, qui est un super mec à suivre sur Instagram, qui est extrêmement drôle. Et toutes les semaines, il postait plein de trucs et je regardais ça, mais religieusement, quoi. Alors que je regardais pas la série. Mais oui, au final, j'ai vu quasiment l'intégralité de la saison aussi en préparation de ce podcast. Enfin, en fait, je gardais quelques épisodes par-ci par-là pour quand j'avais mal à la tête et que j'avais pas l'énergie de regarder autre chose. Mais depuis des mois et des mois. Et là, je me suis enfin décidée à finir et ça a été une expérience particulière. On va rentrer dans le vif du sujet, justement. Qu'est-ce que tu as pensé de cette série ? Comme tu l'as dit dans ton introduction, c'est hyper malaisant, en fait. Je pense qu'il y a de gros problèmes dans cette série. Il y a un truc que j'ai écrit dans mes notes, j'ai écrit « aucune bienveillance » et j'ai souligné « aucune ». Et c'est vraiment, moi, ce qui m'a le plus frappé. Déjà, on va en reparler, mais les scènes de sexe, ça fait partie des trucs les moins érotiques que j'ai vus de ma vie. Parce que, il faut le dire, il y en a des scènes de sexe. Honnêtement, c'est encore plus désagréable à regarder qu'une décapitation dans Game of Thrones, quoi. Enfin, c'est vraiment ou une scène de anti-sexy. cannibalisme. Ouais, c'est ça. Il y a un gros problème de ton dans la série. J'ai l'impression de voir les scénaristes à l'œuvre quand je la regarde et de les imaginer avoir des conversations pour se dire qu'est-ce qu'il faut qu'on mette dans cet épisode pour qu'on n'ait pas l'air d'être des vieux cons. Sauf qu'en fait, à chaque détour, on sent le vieux conisme de l'écriture. T'as l'impression que c'est des aliens qui sont allés sur Internet et qui ont fait une recherche Google de qu'est-ce qui est à la mode et qu'ils ont écrit leur scénario comme ça. T'as un moment où le personnage de Charlotte dit « Comme dirait Demi Lovato, sorry, not sorry ». Et t'es là, mais ça, c'est vraiment une intelligence artificielle qui a écrit ce script, c'est pas possible. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé, quoi ? Et pour moi, le plus gros problème, comme je disais, c'est l'absence de bienveillance et d'empathie de quasiment tous les personnages. C'est-à-dire que c'est des personnages qui ont toujours été extrêmement complexes et avec beaucoup de défauts, mais qui étaient des défauts très drôles dans les saisons originales. Et là, en fait, c'est toutes des connasses, mais vraiment de manière, je trouve, choquante. Elles ont aucune empathie les unes pour les autres ou pour leur conjoint. Enfin, il y a un moment où Miranda, quand même, brise le cœur de Steve. Elle lui dit qu'elle veut divorcer, qu'elle le trompe. Et c'est son mari depuis 20 ans. Elle sort de là et elle appelle Carrie. Elle lui dit « Je suis tellement soulagée !» Yellow. I told him. Really? How'd it go? I said it all of my feelings. And I didn't blame him, and I didn't make him feel bad, and I said it. It's done. I even told him about Che. Wow. How'd he take it? You know, he's pretty shocked, but I guess the headline is he said he wants me to be happy. Oh my God. I can't believe how relieved I am, Carrie. Et tu dis, mais en fait, même à une rupture au bout de 2-3 ans, en fait, même si tu te dis que c'était la bonne chose, ouais, en fait, ça te fait mal au cœur d'avoir rompu avec quelqu'un que t'aimais et avec qui t'as partagé tourné du une temps. page aussi, quoi. Voilà, c'est ça. Et là, non, elle est trop contente. Et t'as l'impression qu'elle a rompu avec quelqu'un qu'elle connaissait depuis 2 jours. Et il y a plein de moments comme ça qui m'ont paru complètement à côté de la plaque en termes d'empathie et de relation des personnages les uns aux autres. Oui, et puis même de caractérisation des personnages. C'était pas du tout les personnages qu'on connaissait dans la série originale, quoi. Parce qu'elles sont pas comme ça. C'est ça. T'as un moment où Charlotte, sa fille, est en train de faire une crise de panique parce qu'elle trouve plus la ficelle de son tampon, ce qui est quelque chose à laquelle on peut toutes s'identifier et qui est extrêmement traumatisant. Et Charlotte est en train de râler là. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle me gonfle. Et tu te dis, mais jamais je verrai Charlotte ne pas essayer au moins de rassurer un petit peu sa fille dans un moment pareil. Et alors pour moi, le pire, ça a été quand la nouvelle pote de Carrie
Sima a été un peu vexée par un truc que Carrie lui avait dit. Et à un moment, Carrie fait une crise parce que la mort de Big lui revient en tête. Et, c'est horrible. Ouais, parce qu'en fait, Sima, qui est aussi son agent immobilier, a accidentellement cassé un cadre qui appartenait à Big, qui était sur sa table de chevet. Et donc, Carrie le vit très mal. Enfin, c'est quelque chose qu'elle peut pas contrôler et ça lui rappelle la mort de Big. The glass is broken, the photo's intact, so I'll just replace the glass. You can't just replace the glass. That picture was on his side of the bed. He touched that glass all the time. The glass is not replaceable. Et Sima lui dit Sometimes people aren't aware of how insensitive they may seem. At the restaurant the other day, when we were talking about me dating, you said something like, well, no, it wasn't something like, I remember exactly what it was. You said, well, it's great you're still putting yourself out there. Well, it's great you're still putting yourself out there. C'est comme l'autre jour au restaurant quand tu m'as dit ça d'une manière mais extrêmement cruelle et froide et passive-agressive. Ouais, puis en plus, ce que lui avait dit Carrie, c'était littéralement « Ah bah c'est bien pour toi que tu prennes encore des risques et que tu essayes encore de trouver quelqu'un. » Et c'est le « encore » dont elle lui parle alors que l'autre vient de perdre son mari et qu'elle est traumatisée. Quoi. C'est ça, et c'est une remarque un poil condescendante qu'elle a mal pris et elle pourrait très bien lui dire à un autre moment « Écoute, ça m'a vexée quand tu m'as dit ça. » Mais là, la manière dont c'est fait, et pour moi, cette scène illustre tout le problème de la série, c'est-à-dire qu'il y a plein d'interactions où tu te dis « Mais il y a que des sociopathes qui se parlent comme ça en fait. » Enfin là, c'est pas des vraies personnes et c'est certainement pas des gens qui sont amis ou qui ont développé des relations de plus de 30 ans. Enfin, ça me paraît complètement absurde. T'en as pensé quoi, toi? Non, mais en fait, tout ce que tu dis est hyper vrai. C'était pas forcément ce qui m'avait le plus choqué. En fait, pour moi, c'était vraiment plus les scénaristes qui essaient d'être woke, et j'utilise des vrais guillemets là, et qui en fait échouent complètement, mais c'est ce que tu as dit au début, c'est-à-dire que au début de ton analyse. Mon discours, le discours d'un roi. Enflammé. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que la série Sex and the City était une série très blanche, qui se situait dans un New York qui était très blanc aussi, enfin beaucoup plus blanc que le New York de la réalité, en fait, surtout au niveau des héroïnes et de leur... des mecs avec qui elle sortait, quoi. Et donc, il y a eu pas mal de reproches par rapport à ça à l'époque déjà, et on se doute bien qu'ils n'auraient pas pu revenir et ne pas prendre en compte les changements qu'il y a eu aussi bien dans la pop culture que dans la façon dont on perçoit ce genre de questions. Donc, évidemment qu'il fallait qu'ils couvrent ça et que ça fasse partie, en fait, de leur approche. Moi, je comprends totalement que les scénaristes se soient sentis plus ou moins obligés de le faire. Je pense que s'ils l'avaient pas fait, on leur aurait complètement reproché. Oui. Le problème, c'est la façon dont ils font, quoi. Chacune d'entre elles a sa nouvelle meilleure amie de couleur, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est vraiment ça, c'est choquant. C'est le bingo. Non, mais c'est vraiment, quand on parle de bingo de la diversité sur les séries Netflix, là, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que Carrie fait un podcast avec une personne qui est non-binaire, qui est jouée par Sarah Ramirez, qui était dans Grey's Anatomy. This is X, Y, and Me, the podcast that talks about gender roles, sexual roles, and cinnamon rolls. All the roles I care passionately about. Representing the cisgender women is Carrie Bradshaw. Hey, hey. Hey, Miss Cis. And representing the cishet men is the dude himself, Jackie Nee. What up, sister, brother? That's right, because I'm both and neither. I am Che Diaz, your host and queer, non-binary, Mexican-Irish diva, representing everyone else outside these two boring genders. Donc, une personne non-binaire qui s'appelle Che. Dans le podcast, il y a aussi un mec qui, je crois, est bi ou quelque chose comme ça. Enfin bon, il a sa particularité à lui aussi. Lui, il sort avec une meuf qui est en fauteuil roulant. Enfin, c'est un espèce de truc où tu as l'impression qu'ils ont essayé de cocher toutes les cases qu'ils pouvaient cocher. C'est horrible de le dire comme ça, hein, mais quand tu vois la série, c'est tellement évident ce qu'ils ont essayé de faire que ça, c'est horrible pour moi, en fait. C'est qu'il y a un côté tellement calculateur et mercantile dans la façon dont ils traitent ces questions que je trouve ça hyper dérangeant. Le truc qui est intelligent qu'ils ont fait, mais ça ne fonctionne pas du tout, mais c'était un bon parti pris, je pense, à la base, c'est qu'ils ont décidé de faire, surtout de Miranda et Charlotte, des meufs hyper gênantes. C'est-à-dire que c'est des quinquas privilégiés qui mettent les pieds dans le plat à peu près toutes les 2 secondes sur les questions de race, sur les questions de genre, sur les questions d'orientation sexuelle. Pour moi, ça, c'est crédible en vrai, parce que c'est des meufs très privilégiées qui ont évolué dans un milieu pratiquement exclusivement blanc et hétéro pendant des dizaines d'années et qui se retrouvent face à des situations où elles essaient de bien faire et elles se loupent complètement. Le problème, c'est que la série n'est pas du tout drôle là-dedans, parce qu'on sent qu'ils ont voulu faire ça, mais qu'en même temps, ils n'ont pas assumé jusqu'au bout, et que du coup, ils ont voulu transformer ça en des espèces de petites leçons de morale sur « Ah ben oui, c'est pas bien de parler à une femme noire de ses cheveux ».
Ok, ça on le sait en fait. Ça fait des années que si on s'informe, on sait tout ça en fait. C'était subversif à la base, Sex and the City. Ça aurait pu le rester, ils n'ont pas osé le faire parce que c'est casse-gueule pour eux en fait de faire un truc pareil, parce qu'ils auraient pu s'en prendre plein la gueule. Mais en fait, quand elles sont gênantes, ils auraient pu en tirer un terreau comique, mais incroyable. Au contraire, on se retrouve juste devant des scènes extrêmement malaisantes, où on a juste envie de s'enterrer 6 pieds sous terre, mais pas du tout comme les scènes malaisantes de Michael Scott dans The Office, où c'est hilarant. Là, c'est juste, pourquoi je suis en train de m'imposer ça, en fait? Oui, ou même les scènes gênantes de Sex and the City, où quand Carrie pète devant Big... Je m'en souviens. Voilà, elle traverse énormément d'humiliations dans Sex and the City, et on rit toujours avec elle, en fait. Et là, on rit un peu malgré la série, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de faire quelque chose, mais ils n'y arrivent pas. Moi, je ressens beaucoup de rancœur dans la manière dont c'est écrit, où j'ai l'impression que c'est écrit du point de vue de personnes qui ne comprennent pas ces changements-là et qui ne veulent pas vraiment les accepter et qui le font justement à contre-cœur en disant « Bon, on est un peu obligé, donc on va le faire ». Mais avec ce ton que Carrie avait avec le mec bi dans Sex and the City, où c'était plus simple avant quand même. Pourquoi maintenant, il faut que tout le monde nous complique la vie? Et on sent ça beaucoup dans l'écriture, où c'est « Ok, visiblement, vous avez décidé de nous saouler avec votre wokisme, on va en parler, mais vraiment, on comprend pas ce que c'est le délire avec ça ». Et du coup, ça devient une caricature à certains moments de justement du wokisme entre guillemets, alors que c'est des sujets qui sont hyper intéressants à aborder et qui devraient être abordés par une série comme Sex and the City qui a toujours voulu capter le zeitgeist un peu, et ce qui était cool et ce qui était tendance à un moment précis. Là, c'est des conversations qui animent tout le monde dans la société, ils pourraient en parler, mais à la place, on a la fille adolescente de Charlotte qui lui fait une remarque en lui disant que les petites poupées qui viennent du monde entier qu'elle a sur son étagère, c'est de l'insensibilité culturelle. Can I redecorate? Just my side. I don't need those. My Madame Alexander International Doll Collection? Yeah, I want to hang my longboard there. But these dolls aren't just yours. I gave them to Lily, too. I don't want them either. They're culturally inappropriate. Et t'es là, vraiment, en fait, il y a plein de conversations hyper riches que vous pouvez avoir dans la série et vous avez choisi de vous focaliser sur un truc comme ça. Personne va attaquer Charlotte en procès ou personne va être choqué parce qu'elle a des petites poupées qui portent des tenues folkloriques, en fait. Enfin, c'est pas ça le problème. Mais on sent que pour les scénaristes, ça, c'est à mettre sur le même pied d'égalité que la question de non-binarité. Et c'est ça le problème, c'est qu'on a des questions qui sont intéressantes, qui sont développées, mais à chaque fois, c'est aussi rattrapé par ces petits moments de rancœur et qui sont à côté de la plaque, en fait, qui montrent que ils n'ont pas compris les enjeux de l'époque. Et ça, c'est vraiment dommage. Le personnage qui a un peu attiré toutes les moqueries des téléspectateurs et des fans, c'est le personnage de Che. Et ça montre aussi ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est un personnage non-binaire qui est censé justement représenter quelque chose de nouveau pour la série. Et en fait, IL est tellement mal écrit que c'est atroce. Atroce, en fait. Toutes les scènes sont incroyablement gênantes et incroyablement caricaturales. Il n'y a aucune nuance, aucune profondeur dans l'écriture de ce personnage. C'est vraiment juste un espèce de trope ambulant qui est là pour représenter toutes les idées un peu woke qu'il y a aujourd'hui. Et c'est assez insultant, je trouve. Ouais, et ça fait de la peine pour Sarah Ramirez, qui est également non-binaire, et de se dire que justement, ce personnage aurait pu offrir une représentation hyper bonne, surtout dans une série comme Sex and the City, qui, encore une fois, se doit de parler de ces questions-là. C'est tout le principe de la série à la base. Et là, on sent que Sarah Ramirez s'est retrouvée un peu coincée, parce qu'en plus, c'est une actrice qui est assez charismatique et qui fait vraiment du très bon boulot dans Grey's Anatomy. Et là, on sent qu'elle n'a pas eu trop l'occasion de montrer toute l'étendue de son talent. Le pire, c'est que son stand-up n'est pas drôle. I think the world can handle it. And I know this because my own family handled it. Half Mexican, half Irish, all Catholic. That is a lot of rice and beads. The Thanksgiving I came out to my family, I stood up in the living room and I was like, I love you. And I just want you to know that I am queer and non-binary and bisexual. And they were like, that's nice. Can you move? You're blocking the game. C'est un peu tout le problème de la série, c'est qu'effectivement, on rit jamais. Moi, je ris au moins 5 fois par épisode de Sex and the City. Là, j'ai dû rire une fois dans toute la saison de And Just Like That. Non, puis dans le podcast, les trucs woke moment, les espèces de boutons qu'elles ont, mais quel enfer. Encore une fois, c'est une caricature, c'est-à-dire que c'est le wokisme vu par des vieux cons qui n'ont pas vraiment compris ce qu'il y avait d'intéressant dans ce moment-là, ce qu'il y avait de révolutionnaire, ce qu'il pouvait y avoir de ridicule aussi, parce qu'il y a des choses qu'on peut tourner en dérision. Oui, évidemment. Mais c'est ça qui serait drôle. En fait, moi, j'aurais aimé que la série fasse ça, c'est-à-dire qu'il y a plein de trucs
qu'on peut tourner en dérision tout en étant respectueux de ce qui se passe. Mais justement, moi, le rapport de ces femmes à tous ces nouveaux horizons qui s'ouvrent à elles, au niveau des idées, au niveau des orientations, au niveau du genre, ça aurait pu être hyper drôle et intéressant et émouvant d'explorer ça. Et c'est complètement une occasion loupée, quoi. Ouais. Et Che, pour moi, est aussi la plus grande illustration de ce problème d'empathie. C'est-à-dire que c'est un personnage qui est complètement sociopathique, en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, vraiment, toutes ces scènes, elle se comporte de manière hyper irrespectueuse avec tout le monde. La pauvre Miranda, elle prend cher quand même avec Che. Ah bah attends, à un moment, elle lui dit « Je t'ai écrit il y a 3 mois ». Donc, Che ne lui a pas répondu pendant 3 mois. Et elle lui dit « I've done a ton of weed. I can barely remember 3 hours ago. Plus, I get a lot of DMs. » Ah ouais, non, mais c'est parce que je reçois plein de messages et puis en plus, je fume beaucoup de weed, quoi. Ouais. Et c'est ça son excuse. Et ça, c'est censé être drôle. Enfin, je sais pas, c'est tellement naze. Non, et puis, Che, quand même, dans le dernier épisode, spoiler, hein, désolé, mais dit à Miranda qu'elle va lui présenter sa famille. Et en fait, Che la ramène dans un bar et en profite pour annoncer qu'elle se casse à Los Angeles. Donc, en fait, un moment qui est censé être une annonce d'engagement avec Miranda se transforme un peu en une annonce de je me soucie pas du tout de ta vie et tes ambitions et là où tu vis, puisque moi, je me casse. Et si tu veux venir avec moi, cool, mais moi, j'ai pas décidé de vivre à New York. Encore une fois, pour moi, ça montre un problème de ton, c'est-à-dire que sur le papier, je pense que tous ces moments-là auraient pu fonctionner, mais la manière dont ils sont exécutés est atroce. Enfin, vraiment, on a l'impression que ça a été écrit par des robots, quoi. Des robots en stade encore développemental, tu vois, qui sont pas finis. Il y a un seul aspect qui est plus ou moins réussi, je trouve, avec la question de la non-binarité, c'est Rock, qui est donc la fille de Charlotte, qui dit qu'elle est non-binaire, mais au final, à la fin, elle dit qu'elle veut même pas se définir du tout. I don't want to be labeled as anything. Not as a girl, or boy, non-binary, a Jew, Christian, Muslim. Can't I just be me? Et donc, elle décide de se faire appeler Rock. Et il y a un moment qui est très touchant où justement Charlotte va au stand-up de Che, qui est pas du tout drôle. Mais elle a les larmes qui lui montent quand elle voit à travers le regard de quelqu'un d'autre ce que peut être la non-binarité et la question du coming out et le fait d'être acceptée par sa famille. Et ça, j'ai trouvé que c'était plutôt bien réussi. Et d'ailleurs, Charlotte, là, pour le coup, je trouve que c'est très bien fait. C'est-à-dire qu'elle est toujours un peu choquée quand on lui annonce, mais après, elle s'adapte assez vite au changement. Et à la fin, elle l'appelle Rock et elle a plus de soucis avec ça. Et elle lui dit, je vais te trouver une rabbine trans pour ta IL mitzvah. Enfin, j'ai trouvé que là, ça collait au personnage de Charlotte et c'était plutôt réussi. Il y a bien sûr le cas Samantha, on en a parlé. Donc Samantha est absente, elle n'est pas morte. Je me suis dit, mais c'est comme il y a aussi Willie Garson qui est aussi mort pendant le tournage et qui jouait Stanford et lui non plus n'est pas mort dans la série parce que je pense qu'il y avait trop de morts sinon avec John, Big. Ouais. Pourquoi tu insistes pour l'appeler John comme si tu étais Carrie Bradshaw? Mais parce que maintenant c'est John, Anaïs. Mais parce que moi j'ai vu 2 films où il appelle John. Tu vois. Ouais. Ce rebranding, moi je le refuse totalement. Enfin bon, bref, Samantha n'est plus là. Et la façon dont on nous explique que Samantha n'est plus là, c'est qu'elles se sont fritées avec Carrie, que Samantha, en fait, était intéressée dans son amitié avec Carrie, parce qu'elle la voyait surtout comme sa cliente, parce que Samantha est publiciste, et pas comme juste son amie. Et quand Carrie a décidé de changer de publiciste, Samantha l'a très mal pris, et elle a déménagé à Londres, et elle ne leur parle même plus. Et même au moment où Big meurt, elle ne va pas venir aux funérailles et fait juste livrer des fleurs. Surréel. Ouais. Jamais ça ne se passerait comme ça avec les femmes que j'ai suivies pendant des années. Quoi. C'est clair, avec nos meilleurs amis. Je pense que c'est le truc qui m'a peut-être le plus offensée dans cette série. Vraiment, je trouve ça dégueulasse pour Kim Cattrall, ce qu'ils ont fait, parce qu'ils auraient pu très bien, effectivement, trouver un moyen de la sortir de l'intrigue et de rendre hommage au personnage, ou juste de l'ignorer un peu. Mais ce qu'ils font, c'est que, moi, je trouve que c'est de la manipulation, c'est-à-dire qu'à toutes les occasions, ils essayent d'ouvrir une porte pour que Kim Cattrall revienne, mais un peu en la forçant, quoi. Et ils font des réflexions très méta qui sont très clairement destinées à Kim Cattrall et pas à Samantha. Oui. Déjà, le truc de dire, en fait, elle était intéressée et j'étais juste un peu sa vache à lait, mais au final, elle m'aimait pas vraiment. C'est complètement un truc de la part de Sex and the City de dire, on t'a bien aidé pour ta carrière, mais t'es pas du tout reconnaissante. Il y a un moment où Carrie lui dit on va boire un verre bientôt. Enfin, elle n'arrête pas de lui envoyer des textos et de lui dire bientôt, on va se voir bientôt. Et il y a un peu comme une promesse qui est faite au spectateur pour ouvrir la porte à un retour de Samantha.
Et il y a aussi un moment où Carrie dit je peux quand même utiliser son nom, on va pas non plus m'interdire de parler d'elle. Et ça aussi, on sent que c'est un truc très transparent de la part des scénaristes de dire attendez, on peut quand même mentionner Samantha même si elle n'est plus là. Et j'ai trouvé ça vraiment très irrespectueux. Et je pense que heureusement pour elle, Kim Cattrall s'en tape complètement et qu'elle regarde pas Just Like That et que voilà, elle est passée à autre chose dans sa vie. Je trouve ça vraiment petit en fait, vraiment bas. Oui, c'est mesquin, quoi. Ouais, voilà, de la part des scénaristes de faire toutes ces petites piques. Juste, elle a pas voulu participer à votre projet, vous avez voulu le faire quand même. Il faut s'arrêter là, quoi. Et oui, mais on sait qu'il y a du conflit derrière, donc évidemment ils ont utilisé ça, mais c'est très mesquin et c'est pas du tout à leur honneur de faire quelque chose comme ça. En fait, le problème aussi, non seulement c'est mesquin, c'est pas à leur honneur, mais ça correspond pas au personnage. Je supporte pas ça en fait. Ça, c'est vraiment un truc. C'est comme quand ils ont écrit la pièce de théâtre là, The Cursed Child sur Harry Potter, où d'un coup t'apprends que Bellatrix Lestrange se tapait Voldemort. Et t'es là, non mais désolé en fait. Non, ça change tout. Je peux plus relire les livres en me disant qu'elle est en train de se taper Voldemort au même moment. Voldemort n'est pas sexualisé, en fait. Ce n'est pas possible. Voldemort. Enfin bon, bref. Mais du coup... Un peu de respect, quoi. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que d'un coup, pendant des années, on a eu un personnage comme Samantha qui était exemplaire dans l'amitié. C'est-à-dire que ses amis passaient avant tout. Elle passait avant son métier, mais elle passait aussi avant ses mecs. Elle passait avant tout, en fait. Elle était toujours là pour ses amis. Et en plus, elle était toujours là pour leur remonter le moral, être marrante. C'est pour ça aussi que c'est pas drôle, hein. C'est parce que Samantha est pas là, hein. Bien sûr. Très clairement. Et d'ailleurs, les seuls moments où j'ai un peu ri ou souri, c'est les textos qu'elle lui envoie. Mais du coup, pour moi, en fait, tu peux pas me présenter ce personnage et décider après, ah non, elle était intéressée. Non, en fait, elle était pas intéressée. Tu vas pas me dire ça après, même si elle se sent engueulée. Et je trouve que c'est une trahison envers la série originelle et envers le personnage. Et envers Kim Cattrall aussi. Mais je trouve ça complètement surréaliste. Je suis complètement d'accord. Et en plus, t'as mis le doigt sur le plus gros problème de la série, c'est qu'il manque un ingrédient. Ça ne fonctionne pas. Et les scénaristes eux-mêmes savent que ça ne fonctionne pas puisqu'ils essayent de trouver un remplaçant pour cette 4e chaise au brunch où ça va être un coup Stanford. Après, Stanford n'est plus là, donc ça va être un peu Anthony. Et ça va être un petit peu aussi les nouvelles amies issues de la diversité de nos 3 héroïnes qui viennent un peu de temps en temps. Mais c'est complètement artificiel. Non, mais c'est vrai, c'est complètement ça. C'est artificiel. Ces personnages-là, en plus, sont vraiment très peu développés. On sait vraiment pas grand-chose d'elles. Et on sent que ça ne fonctionne plus. Il y avait une alchimie parfaite entre ces 4 personnages qui étaient archétypaux, qui se complétaient vachement bien. Et c'est vrai que toute la tension, généralement, elle était relâchée grâce à Samantha. C'était elle qui allait toujours faire la petite blague à la fin pour couper un petit peu les conflits qu'il y avait. C'était elle qui allait donner un conseil qui allait peut-être à l'encontre des 2 autres, mais qui allait dire, écoute, non, c'est bon, tu fais les choses comme ça. Et quand elle est plus là, ça fonctionne plus. L'équilibre est complètement parti. S'il y a une seule trahison qui est peut-être encore plus élevée que la trahison envers Samantha, c'est la trahison envers Miranda qui est complètement dénaturée par rapport au personnage qu'on a connu. Enfin, c'est plus du tout la même personne. Et pour moi, j'avais écrit Character Assassination, quoi. Enfin, c'est vraiment... Elle est anéantie, je trouve, dans cette série. On la reconnaît plus du tout. Elle est pathétique. Oui. Elle est hyper naïve, ce que Miranda n'a jamais été. Ouais. Elle met les pieds dans le plat d'une façon où j'ai du mal à croire, pour le coup. Je croirais plus que Carrie le fait ou que Charlotte, mais évidemment, Charlotte, typique de son personnage, il n'y a pas de problème. Ou même Samantha. Mais Miranda, pour le coup, je pense qu'elle se prendrait pas autant la tête sur la façon de parler à sa prof ou des choses comme ça. Elle est pathétique, en fait. Et elle a jamais été pathétique. Ça a jamais été ce qu'il a qualifié. Donc ça, j'ai eu du mal à l'avaler aussi. That's where the professor sits. I am the professor. You're the professor? Yeah. You're Nia Wallace? Yes. Why do you seem so surprised? Well, your braids. A law professor can't have hair like mine? Why is that? Oh, no. I didn't mean because of the braids. I was just thrown because the braids are so different than the hair in your photo on the Columbia website. My comment had nothing whatsoever to do with it being a black hairstyle. I knew that you were black when I signed up for this class. That was important to me. You signed up for this class because I'm black? Well, not just because you're black. La manière dont elle se met en couple avec Che et dont elle laisse tout tomber pour cette personne qu'elle vient de rencontrer. Et effectivement, elle est un peu chamboulée dans sa sexualité, elle comprend pas ce qui se passe et son mariage avec Steve ne fonctionne plus. Ok. Mais en fait, elle lâche tout pour partir à LA parce que Che part tourner un pilote pendant 1 mois. Elles se disent « je t'aime » au bout de 3 semaines, je crois.
Enfin, il y a une accélération qui est en plus pas du tout caractéristique, je trouve, de ce personnage. Et enfin, on va nous faire croire qu'elle peut pas être là pour le moment où Carrie va répandre les cendres de Big, parce qu'elle doit accompagner Che à Los Angeles 4 jours plus tôt. Et en fait, décale ton billet d'avion de 5 jours. Enfin, c'est pas la fin du monde. En fait, mettre au même plan un plan cul ou une relation naissante de 1 mois avec une amitié qu'on a eue toute sa vie et un des moments les plus douloureux que notre meilleur ami va traverser. Enfin, je trouve ça, mais encore une fois, complètement insultant pour ces personnages et pour le public qui attend quand même autre chose de cette série. Non, mais c'est vrai. Enfin, on veut remonter. Hein. Ouais. Et vraiment, je l'étais pas. Au début, j'étais juste gênée. Et vraiment, à chaque nouvel épisode, je me sentais de plus en plus énervée parce que je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, j'ai pari une seule fois. Les scènes de sexe sont pas sexy, elles sont gênantes, mais même pas gênantes de manière marrante. Et ouais, pour moi, le plus dur, c'est de voir des personnages que j'aimais tellement être complètement bafoués, en fait. Enfin, vraiment, Miranda, c'est catastrophique. Et alors, ne parlons même pas de son alcoolisme qui est résolu. Comme ça, un jour, elle décide de vider sa bouteille dans l'évier. On n'en parle plus jamais. Et c'est déjà, je trouve, très mal amené au début où on se dit... Ouais, tu comprends très, très vite, en fait. C'est vraiment genre, gros sabot, bonjour, voici une nouvelle intrigue qui va arriver. Elle est tout le temps en train de... Dès que tu l'assois sur une chaise, elle demande une bouteille, quoi. Enfin, c'est vraiment... C'est clair. Ouais, et puis il y a un côté très triste, en fait. Enfin, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on sent qu'ils ont voulu aborder des thématiques sérieuses. Et tant mieux, ils le faisaient aussi dans les saisons d'avant. Mais Sex and the City, ça a toujours été une série fun. Bah oui. En fait, on rigolait tout le temps, c'était une comédie. Et là, on est juste soit très triste, soit très gêné, soit très énervé. Mais on n'est jamais en train de vraiment se divertir, quoi. Non. Et c'est quand même dommage. Oui. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui t'ont plu ? Honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui m'a plu. Si. Il y a eu une scène, mais ça renforce encore plus l'opportunité manquée, parce que je pense qu'ils auraient dû faire beaucoup plus de scènes comme ça, mais la nouvelle pote de Miranda... Soit dit en passant, elles ont toutes des nouvelles potes au moment où la série commence. Elles pourraient pas juste avoir d'autres potes que le groupe. Enfin, tu vois, c'est tellement mal écrit. Et donc, sa nouvelle pote / prof a des problèmes de fertilité. Donc, elles parlent toutes les deux d'enfants. Et Miranda, qui a son fils Brady, lui dit... Brady, ouais. Brady. On dirait qu'il s'est fait des petites tresses. Ouais, mais sinon, tu dis quoi, Brady ? Brady, ouais. Brady. Voldemort et Brady. Voilà, son fils Brady. Elle dit à sa pote, écoute, tu sais, c'est pas parce qu'on fait un enfant qu'on arrête de se poser des questions sur est-ce qu'on a fait le bon choix ou pas et qu'on arrête d'avoir des regrets. Et donc, elle lui explique que de l'autre côté aussi, en fait, beaucoup de femmes qui n'ont pas d'enfants ou qui n'arrivent pas à en avoir se disent, je vais regretter de pas avoir eu d'enfant. Mais elle lui dit, moi, j'ai eu un enfant, mais parfois, je regrette de pas pouvoir rentrer chez moi le soir et d'être seule, d'avoir personne qui m'attend. Parce que Naya, sa pote, lui présente ça comme le scénario un peu catastrophe où elle lui dit, bah, c'est super d'avoir réussi ta carrière, mais quand t'arrives chez toi et que ton appart est vide, c'est triste. Et Miranda lui dit, oh là là, mais qu'est-ce que je donnerais pas de temps en temps pour rentrer et que mon appart soit vide. You know, the thing about regret is that having a child doesn't take it away. Thank you. There are always going to be these roads not taken, right? I mean, there was a woman in my class at Harvard, not a Rhodes Scholar. She never married, she never had kids. She's a federal judge now. Who goes home to an empty house? God. There were so many nights when I would love to be a judge and go home to an empty house. Et ça, j'ai trouvé ça super, de montrer qu'en fait, il n'y a pas une option qui est mieux qu'une autre, qu'avoir un enfant ou pas en avoir. Dans les deux cas, on aura sans doute des regrets et aussi des moments bien, quoi. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai l'impression d'être au talk show d'Anaïs. Désolée. Il y aura des moments bien, il y aura aussi des regrets et j'ai trouvé que c'était super. Moi, j'ai beaucoup aimé cette conversation sur la fertilité et sur le désir d'enfant et je me suis dit justement qu'il y avait une occasion manquée avec le personnage de Carrie qui quand même n'a jamais eu d'enfant et ça n'est jamais abordé, même dans la série, je me souviens pas que ce soit abordé une seule fois. C'est complètement fou. Dans les films, j'ai pas le souvenir que ce soit abordé non plus, ça l'est peut-être, mais enfin vraiment ça m'a pas marqué. Et là, ça ne l'est pas non plus et elle perd son mari quand même. Donc tu te dis qu'il y a vraiment, c'est un moment de questionnement, d'interrogation. Et je dis pas qu'il faudrait qu'elle se questionne sur est-ce que j'ai fait le bon choix de pas avoir d'enfant ou des choses comme ça, mais en fait, on n'a jamais eu la réflexion de Carrie sur cette question. Et quand même, c'est pas une question anodine. Toutes les femmes se demandent si elles veulent un enfant ou pas. Il y en a pour qui c'est évident qu'elles n'en veulent pas, donc elles se le demandent peut-être pas très longtemps, mais en même temps, la question se pose. C'est-à-dire que on leur pose tout le temps. Exactement, c'est un truc qui est constant en fait. Et tu vas pas me faire croire qu'en épousant un mec, en ayant une vie mariée un peu tradie,
en ayant plusieurs amis qui ont des enfants, dont une qui a galéré pour en avoir, ce soit pas une question qui se pose dans son esprit. Et je trouve ça fou, en fait, qu'ils aient pas du tout abordé ce sujet, alors que, justement, je trouve ça remarquable dans cette série que 2 des héroïnes, parce que je compte Samantha aussi, n'aient jamais eu d'enfant. Samantha, on sait qu'elle en veut pas, elle a dit plusieurs fois, mais que Carrie n'en ait pas, alors que c'est l'héroïne de la série. J'ai toujours trouvé ça hyper admirable et très moderne. Et en fait, le problème, c'est qu'il n'exploite pas du tout cet aspect-là. Et là, j'aurais bien aimé justement qu'ils en parlent un peu plus, ou qu'il y ait des conversations autour de ça, quoi. Non, mais exactement pareil. Et à un moment, elle date un mec qui justement lui dit ah bah mes enfants qui sont ados maintenant parce que lui aussi est veuf et donc il se retrouve un peu dans la même situation. C'est ses chaussures, ses enfants, en fait. C'est vrai, c'est ça. Non, mais même ça, c'est vrai que ça a un côté hyper décomplexant de savoir qu'il y a d'autres choix qui sont possibles et qu'on peut mener une vie parfaitement épanouie sans enfants. C'est toujours cool de le rappeler. Et ouais, comme tu dis, la série n'a pas du tout saisi ça. Ce qui est intéressant, c'est que tu vois qu'elle essaie de lui donner un statut de tante un peu sympa pour les enfants de Charlotte et même pour Brady. Encore une fois, c'est quelque chose que moi, j'aurais bien aimé qu'ils exploitent, en fait, qu'ils me montrent. En fait, je pense qu'au lieu de s'intéresser à des phénomènes de société qu'ils ne maîtrisent pas et qu'ils ne savent pas aborder de façon intelligente, pertinente et drôle, ils auraient dû s'intéresser à l'intimité de ces héroïnes et ils ne s'y intéressent pas vraiment. Par exemple, Charlotte, on comprend qu'elle a toujours des relations sexuelles avec son mec, mais on voit pas vraiment ça. Enfin, on la voit, c'est ridicule cette scène où elle s'agenouille pour le dire ça y est, je vais te sucer, enfin, au milieu de la scène. Et puis avec une distanciation sociale particulièrement marquée, parce que je sais même pas comment elle va faire pour atteindre, enfin, elle est à 1 mètre de lui. Enfin, il y a rien qui fonctionne dans cette scène. Regardez The Americans, hein. Vraiment, juste regardez-les faire. Il y a une scène où les deux seront surpris en train de se faire un 69 par leur fille. Bah, je peux vous dire que c'est autre chose. Hein. Non, mais il y a vraiment un truc où, moi, j'aurais bien aimé savoir, plutôt que juste parce que Charlotte n'est définie dans cette série, par exemple dans cette saison, que par ses relations avec sa nouvelle amie noire et ses relations avec sa fille qui est non-binaire. Elle, ce qu'elle vit, son intimité, on sait à un moment qu'elle approche la ménopause, mais ses questionnements, sa sexualité, son rapport avec son mari, tout ça n'est à aucun moment exploité. Et je trouve ça hyper dommage parce que c'est celle qui continue à être dans une vie de couple un peu traditionnelle où ça a l'air de fonctionner en plus. Alors tu te dis, mais pourquoi vous exploitez pas ça, quoi ? Le seul truc qu'on voit entre elle et son mec, c'est cette scène ridicule. Et c'est après une dispute complètement... qui sort de nulle part. Voilà, absurde sur le fait qu'elle lui a pas dit désolé. Et d'ailleurs, elle aurait dû lui dire désolé, je suis désolée. Enfin bon, bref, parce qu'il jouait au tennis, elle a fait tomber. T'as raison, il y a déjà tellement de choses à explorer avec 3 héroïnes qui sont quinquas. Il y a tellement de choses à raconter sur la ménopause, sur la sexualité à cet âge-là, sur justement les questions de divorce, de deuil. Enfin, c'est des questions hyper riches. C'est ce que plein de femmes traversent. Il y a quelques petites remarques. Enfin, voilà, c'est marrant quand on voit que Carrie a vraiment du mal à ce qu'on l'appelle madame. Ça m'a plu. Oui. Ça m'a plu de voir que Miranda se teint pas les cheveux et qu'en même temps, elle a du mal à assumer ce choix parce qu'on lui fait des remarques. Il y a plein de choses qui sont vraiment intéressantes sur le fait de vieillir et de vieillir en tant que femme. Et comme tu le dis, au lieu de ça, ils ont cherché sur Google, c'est quoi les trucs les plus woke et qu'est-ce qu'on peut rajouter dans cette série, et ils partent à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur de... C'est ça, parce que l'épisode sur aussi la chirurgie esthétique, moi j'aime bien ce truc où elle se questionne pour savoir est-ce que je dois faire un lift, est-ce que je dois faire du Botox. Bon, ce qui est marrant, c'est que Sarah Jessica Parker, et on sait qu'elle a recours à ça, et qu'elle est en train de se questionner dans la série sur est-ce que je vais avoir recours à ça, mais ça, j'ai trouvé ça intéressant. En fait, toutes les choses, qui relèvent de l'intime. Et parce que c'était ça, Sex and the City, c'était pas des grandes analyses, même s'il y avait un aspect sociologique très fort. Là, vraiment, ils se sont loupés parce que c'est un truc qui est complètement en décalage. En fait, tous les trucs qu'ils essaient d'explorer, c'est pour montrer à quel point leurs héroïnes sont en décalage avec leur époque, avec les gens qui les entourent et avec l'évolution de la société en général. Au bout d'un moment, t'as pas envie de regarder ça, quoi. Est-ce qu'il y a quand même des choses... Je t'ai posé la question. Oui, tu m'as déjà posé la question et on est reparti sur 20 minutes de critique. On s'est un peu égaré, mais quand même, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont plu ? T'as parlé de la conversation donc, autour de la fertilité. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont plu ou pas ? Je sais aussi que toi, ça t'a plu et que tu voulais en parler. C'est la manière dont ils ont géré la question du deuil de Carrie. Oui. Déjà, la manière dont le premier épisode se termine en disant « And just like that, Big died », donc Big est mort comme ça d'un coup. Honnêtement, j'avoue que j'ai eu un petit frisson. Voir un personnage qu'on a suivi comme ça pendant longtemps, ça fait quelque chose de le voir mourir. Ceci dit, je sais que tout le monde a dit ça sur Internet et que c'est ridicule, mais enfin... court au téléphone, quoi. Enfin, non, mais vraiment, elle est en train de le laisser mourir dans ses bras et elle fait que chialer alors qu'il est pas mort encore. J'étais là, mais pourquoi tu pleures déjà ? Enfin, agis, il est pas mort. Il est pas mort. John! John! Oh, God! Oh, God, John! Oh, John! Honey! John! Honey!
Honey, help me. Connaissant Big, il en était à sa 168e crise cardiaque, donc elle s'est dit j'arrête quoi. Mais tu non, vois. mais C'est peut-être la 8e fois qu'elle appelle les pompiers. non, mais en plus je rigole, mais c'est un problème d'écriture parce que c'est typiquement en fait, t'as l'impression qu'elle sait déjà qu'il va mourir, alors que de façon réaliste, si t'arrives face à quelqu'un qui est en train de se tenir le cœur mais qui souffle encore, tu vas pas te mettre à pleurer en faisant non, ne pars pas, alors qu'il est en train de te dire non mais je suis pas encore parti, hein. Enfin je sais pas, juste appelle les secours. Je suis d'accord. Il serait arrivé trop tard, sûrement, mais au moins tu n'as pas ça sur ta conscience. On est encore en train de repartir Je sais, sur des trucs négatifs. Non, parce qu'il faut dire quand même que moi, c'est les moments qui m'ont vraiment touchée dans chaque épisode. Oui, moi aussi. Et Sarah Jessica Parker est très bonne actrice et elle joue très bien ces moments-là. Mais d'ailleurs, Carrie, c'est la seule qui est sympathique dans toute cette Ouais. série, quoi. Et la seule qui a un peu d'empathie et qui est gentille, en fait. Ouais, et il a fallu que son mari meure C'est pour... clair. Mais oui, honnêtement, il y a plein de moments qui m'ont prise à la gorge, en fait, quand elle est en train d'ouvrir les cartons. Alors là aussi, j'ai envie de lui dire, écris sur tes cartons ce qu'il y a dedans. Mais bon, c'est pas grave, on va pas repartir. Mais elle ouvre les cartons, elle tombe sur les vinyles de Big et ça lui fait un coup dans le bide, quoi. Elle se dit, là, je peux pas, je suis pas prête. Oh, shit. What? Big's records. Oh. Are you okay? No. In a spark sadness situation. Oh my god. Oh my god. Suddenly it was all here again. Il y a plein de moments comme ça où elle a du mal à surmonter son deuil. Et c'est des scènes qui sont super belles et qui sont, pour moi, ce que toute la série aurait dû être. C'est-à-dire que oui, ça arrive en fait, devenir veuve ou veuf, la probabilité progresse quand on gagne un certain âge. Oui, et c'est de l'intime, en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est hyper intéressant de voir comment on gère tout ça. Et c'était les moments les plus touchants. Et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup, quoi. Moi, un autre truc que j'ai bien aimé, c'est retrouver sa voix, en fait. Et Ouais. c'est ça, enfin, la voix de Sarah Jessica Parker, c'est un espèce de doudou, mais enfin, c'est vrai que je m'en étais peut-être pas rendu compte, mais là, en la retrouvant, et c'est marrant parce qu'ils y font une allusion un peu méta parce qu'elle devient host de podcast comme nous. Et le producteur lui dit et en plus tu as cette voix, quoi. Et c'est vrai qu'en fait il y a un côté hyper enveloppant et ça a été un plaisir de la retrouver. Ouais. Mais le problème c'est que le reste va pas, quoi. Ouais, c'est clair. Mais Même oui, son je suis rire, son petit rire de souris, là, j'ai trop aimé. Oui, mais c'est ça fait plaisir de la retrouver. Et tout ce qu'il y a sur le deuil, je suis d'accord, ça fonctionne très très bien. J'ai pas pleuré, faut pas pousser mes mains dans les orties, mais ça fonctionne bien. Ce qui est aussi hyper plaisant, c'est de la voir retourner dans son ancien appart. Oui, moi j'avoue que surtout, en fait, quand il cadre les plans comme il le faisait dans la série originelle, ou dans la fenêtre. Ouais, ou depuis le dressing, on la voit sur son lit. Enfin, tous ces moments-là, en fait, c'est une Madeleine de Proust. Ça fait énormément de bien. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'elle est dans un autre appartement, c'est horrible. Non, mais t'as vraiment envie qu'elle retourne dans son ancien appart. Moi, j'avais envie qu'elle déménage quand même. J'étais là, meuf, t'as presque 60 ans, t'es millionnaire, voire plus. C'est clair. Tu peux te permettre de sortir de cet appart. Mais je comprends que ce soit réconfortant pour elle. Mais bon, c'est vrai. La saison prochaine, il faut qu'elle fasse quelque chose, quoi. Une dernière précision aussi, contrairement à elle, nos podcasts ne sont pas enregistrés en direct et on ne reçoit pas des appels en direct parce que les scénaristes de And Just Like That n'ont pas non plus compris comment fonctionnent les podcasts. C'est vrai. C'est vrai que ça fonctionne comme une émission de radio. Ouais, voilà. Donc sachez qu'il y a des coupes dans notre podcast et qui ne sont pas enregistrées au moment où vous les entendez. Voilà. Je voulais parler un peu des tenues quand même. Oui. Gros problème. Non, mais c'est marrant parce que bon, alors, Carrie, j'ai trouvé magnifique, hyper bien habillée, honnêtement. Enfin, zéro problème. J'ai adoré ses tenues. En plus, j'ai bien aimé, tu vois, ça par contre, j'ai aimé la note de quand elle a son opération de la hanche et qu'après, son objectif, quand il lui demande c'est quoi votre objectif, c'est de remettre des talons. Il dit, vous voulez pas un objectif un peu plus. Elle dit non, c'est de remettre des talons. Et ça, c'est tellement Carrie. Et ça, j'ai bien aimé. So I have the philosophy that PT works best when we're working towards a goal. Do you have a long-term physical goal? To get back into heels. Oh, any others? Just the one. To get back into heels. Alors, Miranda est devenue la plus stylée au niveau tenue. Elle est hyper bien sapée. Ses cheveux sont super. Moi, j'adore le gris. Mais Charlotte, mais que s'est-il passé? Il n'y a aucune situation où une femme de cet âge, de ce milieu, s'habillerait comme ça. Ils ont essayé de lui imposer son style de l'époque qui est hyper twee, hyper romantique, avec des grandes jupes et tout ça. Elle s'habillerait pas comme ça. À serre-tête. Charlotte, elle aurait des polos Ralph Lauren, ou elle aurait son pull noué autour du cou et elle aurait des pantalons en toile, beige ou kaki et des mocassins. C'est clair. C'est pas sexy,
Mais ça serait beaucoup plus réaliste que le truc qu'ils lui mettent qui est ridicule parce qu'on dirait une femme qui s'habille comme une petite fille, quoi. Ouais, c'est vraiment très perturbant, je suis d'accord. Mais ouais, moi aussi, j'ai adoré beaucoup de tenues de Carrie. J'ai bien aimé le côté ridicule qu'on trouvait à l'époque dans Sex and the City. Et là, quand Carrie se fait opérer de la hanche, elle a 4 rangs de perles, quand même. Oui, c'est vrai, c'est génial. Et à la fin, elle doit repeindre un appartement pour un truc bénévole. Et elle a des talons hauts à plateforme argentés. Et t'es là, non mais meuf. Oui, mais c'est ces talons de marche, c'est ceux qu'elles mettent pour traverser New York. Mais ça, j'ai adoré parce que c'est complètement ridicule. Mais comme tu le dis, c'est très Carrie. Et c'est cette touche d'extravagance qu'on aimait bien aussi dans la série originale. Mais oui, Charlotte, mais en ça fait, va pas du tout. c'est ça, c'est que ça devrait être des tantes un peu faux-folles, quoi, et qui disent des trucs un peu offensifs parfois et un peu gênants, mais en même temps drôles. Ouais. Ça devrait être des et qui un peu envoient allumés, péter quoi. les millennials qui leur parlent mal au restaurant et de leur dire écoute, comme quand Samantha dans la série originelle, il y a des gens derrière elle qui ont un bébé, elle arrête pas de dire des gros mots. Charlotte lui dit il y a un bébé derrière nous, et Samantha dit bah c'est son choix d'être là. Enfin, d'être un peu irrévérencieux en fait. Mais la série a confondu irrévérence et irrespect en fait. J'ai l'impression que c'est juste tout le temps elles sont irrespectueuses avec tout le monde, mais il y a pas du tout d'humour et d'esprit. Ouais. C'est triste. Bon, est-ce que tu as quand même un MVP? C'est ce qu'on fait normalement dans Ami, mais on s'est dit que ce serait bien de le faire ici aussi, c'est-à-dire un Most Valuable Player. Ça veut dire le meilleur personnage, la personne la plus intéressante. On va peut-être avoir le même, mais... C'est possible, ouais. Bah, en fait, moi, il y a juste très peu de personnages qui, pour moi, sont des personnages Sex and the City. C'est quelques personnages secondaires comme Harry Neff, qui joue la rabbine trans, qui est un peu cookie, voilà, mais qui est marrante. Et mon préféré, ça a été Jonathan Groff, qui joue le chirurgien esthétique. Ah oui. Parce que pour moi, c'était ça que j'aimais aussi dans Sex and the City à la base, c'est les caméos de mecs hyper beaux qui viennent juste pour un petit rôle. Et là, il est hyper charmeur, il drague Anthony, et puis après, il drague Carrie, et on comprend pas trop, mais tout le monde le trouve magnifique. Il a beaucoup de réparties, et c'est une scène qui est légère, qui en même temps parle d'intime, comme tu disais, et j'ai adoré la scène avec lui, et je me suis dit, mais ils auraient dû faire tellement ça, ils auraient dû blinder cette série de caméos, de mecs hyper séduisants, ou tu vois, ou de meufs hyper séduisantes aussi, et de petits rôles comme ça qui soient fun, et il y en a pas beaucoup. C'est qui toi, du coup? C'était pas lui? Alors moi, j'aime beaucoup Sima, malgré sa réflexion à Carrie. Bon, de toute évidence, ils essaient de la placer comme la nouvelle Samantha, et du coup, ça, ils font avec des gros sabots, c'est un peu relou. Mais j'adore cette actrice qui s'appelle Sarita Choudhury, qui jouait dans Mississippi Masala, c'est une histoire d'amour avec Denzel Washington, et qui jouait aussi dans Homeland. Elle joue Mira, la femme de Saul Berenson, et en fait, je la trouve magnifique. Je trouve que son personnage n'est pas hyper développé, mais elle est assez marrante, et elle a vraiment la classe, et elle est hyper belle et tellement bien sapée que, voilà, je l'aime bien. Mais après, j'aimais bien aussi son producteur qui est hyper beau, en fait, qu'elle embrasse à la fin. Oui, alors j'ai détesté, mais cette fin aussi, la fin est nulle. La fin est nulle. Mais oui, il est beau. Mais lui, il est hyper beau. Mais la fin est ridicule. Ridicule. Et vraiment, après, il faut qu'on arrête de bitcher sur cette série, mais je trouve ça un peu violent de voir Carrie perdre Big et en l'espace de quelques épisodes se remettre à dater, même si c'est occasionné par la sortie de son livre, etc. Et on nous dit à la fin que ça fait quasiment 1 an. Oui, ça fait 1 an. Ça fait plus d'1 an même quand elle l'embrasse, parce que quand elle va jeter les cendres, en fait, c'est pour les 1 an de la mort. Voilà, c'est ça. Mais non, mais elle se met à dater le mec avant, avec qui elle vomit dans la rue. Oui, mais ça fait déjà plusieurs mois parce que tu as eu le moment du passage de saison, quoi. Et aussi, je me dis, encore une fois, pourquoi ils se sont dit que le meilleur truc à explorer avec le deuil de Carrie, c'était comment se remettre en selle avec un date, alors qu'il y a plein d'autres choses qu'ils pouvaient explorer là-dedans. Et même, ne serait-ce que le retour du désir, en fait. Enfin, oui, c'est ça. Tout court. Il y a un moment où elle est dans cet épisode de podcast, et en fait, elle est censée être une sexperte, une experte en sexe. Et on lui pose une question sur la masturbation, et elle est hyper gênée, et elle ne veut pas répondre. Oh, me what? What? Oh, what about me? Oh, you're asking me about masturbation? Yes, I'm asking you about masturbation, particularly you. Do you masturbate? I would like to buy a vowel, please. Sorry, I don't know what that means. Okay, yes, sorry. Let's see. Oh, yes, I'm here. Okay. Yes, go. I'm here. Yes. Alors, je veux bien que maintenant elle s'est rangée et que c'est une madame, mais faut arrêter les conneries, quoi. C'est Carrie Bradshaw qui a écrit pendant des années une colonne sur le sexe où elle a parlé d'un mec qui voulait lui pisser dessus. Et là, d'un coup, elle ne veut même plus parler de masturbation. Mais tu vois, par exemple, la masturbation, ça aurait été un très bon sujet, là. Exactement. Parce qu'elle est seule, elle est endeuillée. Est-ce qu'à un moment, elle va récupérer son désir? Est-ce qu'elle va penser à son mari pendant... Enfin, il y a plein de questions, en fait, qui auraient pu être abordées de façon intelligente et intéressante, mais qui n'ont pas du tout été. Voilà.
On va finir, d'habitude, on parle de notre meilleure réplique ou de notre scène préférée. Là, on s'est dit qu'on était obligé de parler du moment le plus gênant de And Just Like That. Pour toi, Marie, quel est le moment le plus gênant? Je pense qu'on va peut-être avoir le même là pour le coup. Bah, c'est sûr. C'est une scène où Che arrive. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, Carrie s'est fait opérer de la hanche et qu'elle ne peut plus se déplacer toute seule pour aller aux toilettes. Très important. Donc Miranda est chez elle pour l'aider à aller aux toilettes. Mais Carrie a pris un petit calmant. Un petit calmant et elle est en train de dormir. Che sonne, débarque avec de la tequila et Miranda, qui a un énorme crush sur IL et qui est une grosse alcoolo, est hyper contente. Elles se font des shots de tequila et Che l'embrasse. IL lui fait une soufflette, puis l'embrasse et commence à la doigter violemment dans la cuisine, alors que Miranda crie des cris. Non. Alors que Miranda fait des bruits d'orang-outan. Oui, j'allais dire d'animaux. C'est vraiment genre, ce bruit va rester avec moi pour toujours. Et en fait, ce qui est horrible, c'est qu'on voit Carrie qui se réveille. Non, c'est plutôt un phoque en fait, une otarie. Enfin, juste rien ne va dans cette scène, c'est horrible. Et c'est une absence de sexy. Il y a rien de sexy dans cette scène en fait. Ouais. Et en même temps, surtout, le parallèle, vraiment la scène est entrecoupée. Il y a Carrie qui est en train de se réveiller, qui a envie de faire pipi et qui voit dans le reflet, qui entend parce qu'elle est réveillée par les gémissements horribles de sa meilleure amie qui est en train de se faire doigter par sa bosse. Dans sa cuisine. Et elle voit dans le reflet du miroir sa meilleure amie en train de jouir de la façon la plus graphique possible et horrible, pendant qu'elle a envie de pisser, mais elle ne peut pas se déplacer, et du coup, elle commence à pisser dans une bouteille de limonade vide, qu'ensuite elle renverse sur le lit. C'est horrible. Vraiment. C'est atroce. Bah, c'est l'illustration parfaite de tout ce qui va pas avec cette série, quoi. C'est qu'ils essayent, en fait, ils ont essayé de faire quelque chose de provoque et d'un peu irrévérencieux et justement de dire on regarde les choses en face, on n'a pas froid aux yeux. Voilà, exactement. Mais à la place, c'est juste extrêmement gênant. Et très choquant, c'est-à-dire que, enfin, moi, si ma meilleure amie, pendant que je suis alitée et malade... Je ne ferai jamais ça, Anaïs. Ouais, non, mais enfin, c'est inimaginable, en fait. Inimaginable. Et puis la réaction de Miranda qui est prise... Oui, qui fait mais genre, c'est encore pire. Qui fait genre, je vais te changer tes draps. Non, mais oui, bon, j'ai trop bu. Ouais, et qui est toute souriante et qui est complètement dévorée par son crush pour Che et qui réalise pas, qui n'a même pas honte du fait que sa meilleure amie l'a vue en train de faire ça et du manque de respect qu'elle a porté à sa meilleure amie, que en plus, enfin, Carrie est humiliée, elle s'est pissée dessus. Enfin, c'est absolument atroce. Et moi, c'est ce qui m'a gênée aussi avec la scène du vomi après le date que Carrie a avec le veuf. Parce que c'est encore la même chose où tu sens qu'ils ont voulu faire quelque chose d'osé, mais qu'ils tombent à côté. Qu'en fait, c'est juste graphique et on n'a pas envie de voir ça. Ouais, et là, on a envie de voir du vomi. C'est comme dans Sex and the City, quand ils parlaient de pipi, caca, vomi, tout ça, on le voyait pas. C'était suggéré et c'était très drôle. Et là, en fait... on a l'impression que comme ils savent pas comment utiliser la suggestion, ils font juste quelque chose de très graphique, mais c'est repoussant. On n'a vraiment pas envie de voir ça. Ah oui, non, mais sa bouteille de Snapple, là, qu'elle est en train de renverser sur le lit avec sa pisse chaude, enfin, je peux pas, quoi. Enfin, désolée, mais c'est vraiment... Pour moi, ça causerait, enfin, vraiment une énorme dispute. Enfin, vraiment un truc, mais... Ah, mais moi, je ne te parlerai plus. Bah, c'est ça, c'est irréparable, en fait. Enfin, c'est un tel manque de respect, je trouve. Enfin, même si t'as un crush, tu fais pas ça alors que ta pote est en train de dormir à côté, quoi. Ah ouais, non, ça m'a choquée. Et pour moi, il y en a une autre qui est vraiment hardcore aussi. C'est au tout début, dans le premier épisode, quand Carrie, justement, après cette question qui l'a mise mal à l'aise sur la masturbation, pose des questions à Big là-dessus en se disant « mais est-ce que je suis coincée ou pas ?» Et elle lui dit de se masturber devant elle pendant qu'elle regarde. Et c'est hyper gênant. Enfin, en fait, c'est pareil. Et je pense, peut-être qu'on a cette réaction parce qu'on a découvert cette série jeune. Mais pour moi, c'est comme voir mes parents... Enfin, tu vois, c'est voir Big se masturber devant Carrie de manière en plus hyper froide. Toutes les scènes de sexe sont photographiées de manière chirurgicale. C'est hyper froid, c'est hyper désincarné, il n'y a aucun érotisme. Enfin, vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je me demande si c'est pas parce qu'ils se sont dit justement qu'ils avaient très peur du male gaze ou tu vois, qu'ils se sont posé des questions sur le fait de ne pas trop érotiser. Et qu'ils sont allés tellement à l'extrême opposé qu'ils ont rendu ça... Mais justement, enfin, pour moi, les scènes de Sex and the City n'ont jamais été érotiques. En fait, elles étaient drôles la plupart du temps, quoi. Enfin, c'était pas du tout de quelque chose de sexy. C'était... Enfin, si, c'était sexy, mais pas dans le sens... C'était léger, c'était sexy exactement. Et léger. Ouais. Exactement, mais pas du tout érotisant. Mais ouais. Bon, bref, la leçon, c'est que c'est nul et vous devriez regarder Bridgerton.
Ok. C'est pas la leçon d'Anaïs, c'est la mienne. C'est clair. Pour le coup, les scènes de sexe sont filmées à la bougie, tu vois. Nice. C'était PIC TV. Merci Anaïs. Merci Marie. Et merci les Pikies de nous écouter toutes les semaines. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de PIC TV sur Slate Audio ou sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire. On adore vous lire. À très vite. PIC TV est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours. Production éditoriale, réalisation et montage, Aurélie Rodriguez.